et nous aurons sur cette édition d'information un invité, le docteur Okwe depuis le Canada au Québec, qui nous donnera son avis justement sur l'état de l'économie gabonaise. Comment se porte notre économie? Est-ce un géant au pied d'argile? Nous aurons l'occasion de l'aborder avec notre invité. La question autour de l'économie gabonaise et d'actualité. Voilà, le docteur Okwe qui vient à peine de nous rejoindre. Docteur Jack Okwe, est-ce que vous nous recevez? Oui, très bien, monsieur Youssouf. Je vous reçois très bien. Dans votre légendaire bureau depuis le Québec, c'est un plaisir de vous recevoir, docteur Okwe. Le plaisir est partagé et on va effectivement déviser sur le Gabon. Et je dis un bonjour spécial aux Gabonaises et aux Gabonais qui nous écoutent depuis mon pays que j'adore, que j'aime énormément, même si je suis au Canada, au Québec. Eh bien, on peut le voir derrière vous, le vert jaune-bleu bien représenté. Alors, docteur Okwe, voilà, nous donner l'occasion d'introduire avec vous sur ce sujet. En rapport avec l'économie gabonaise, eh bien, on le sait, le FMI a rendu son rapport très récemment et s'inquiète d'une croissance molle qui menace l'économie mondiale. Plusieurs raisons, certaines raisons ayant été évoquées. On parle de vieillissement généralisé, surtout concernant les pays du Nord, les grandes nations telles que la Chine, mais aussi quasiment la vieille Europe, mais aussi le retour du protectionnisme. On peut le voir de plus en plus dans ces économies occidentales, cette volonté de se retrancher de plus en plus en interne, mais on ne peut pas mettre de côté les tensions, que ce soit surtout au niveau du Moyen-Orient et en Europe de l'Est, qui certainement ont un impact énorme sur la dynamique économique mondiale. Eh bien, pour le cas du Gabon, on l'a vu dès la prise de pouvoir du CTRI, il y a un peu plus d'un an maintenant, une volonté de rendre notre économie de plus en plus souveraine. On a vu le choix du rachat d'Assala qui a été présenté comme un acte historique, mais aussi la continuité des actions autour de l'exploitation du gisement de Belinga qui, ici aussi dans une certaine projection, mais aussi plusieurs annonces faites par le ministère de l'économie parlant de bons résultats concernant les recettes douanières qui étaient de plus en plus importantes. Et dans cette édition d'information, nous avons aussi pu voir ce sujet en rapport avec l'exportation du bois de contreplaqué qui a augmenté de 21%. Plusieurs bonnes annonces faites par le ministère de l'économie depuis la prise de pouvoir du CTRI. On a vu le ministre de l'économie, Mike Mouissi, faire plusieurs sorties dans ce sens-là. Mais ça a été un peu mis en difficulté par certaines sorties aussi du FMI qui interpellait déjà le Gabon concernant sa position. Enfin, j'essaie un peu de planter le décor globalement. Nous sommes maintenant un an après la prise de pouvoir du CTRI. Est-ce qu'il faut dire que l'économie gabonaise est en difficulté ou non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est juste une période un peu molle, mais notre économie se porte bien dans un premier temps. Quel est votre avis un an après? Je ne dirais pas que l'économie se porte bien. Par contre, nous ne sommes pas encore en récession, parce qu'il faut partir de la définition de la récession. La récession économique, c'est lorsque le PIB réel baisse de façon continue sur 2 semestres consécutivement. Donc il faut aller regarder au fond les chiffres du PIB, le produit intérieur brut, qui est aussi assimilé à la somme des valeurs ajoutées brutes du point de vue de la comptabilité nationale. Donc actuellement, nous avons connu une baisse du taux de croissance qui est positif, mais qui est baissier. On n'est pas encore dans la récession, on est dans ce qu'on appelle la décroissance du PIB. Au fond, ça annonce la récession. Parce que si au niveau mondial, la plupart des grandes économies qui commencent à effectivement entrer en récession, si au niveau mondial, ces économies entrent en récession et que la demande évidemment du pétrole baisse, on sait que l'économie gabonaise est très dépendante du pétrole, il va sans dire que évidemment le Gabon sera de plus en plus dans des difficultés, puisque si le prix du pétrole baisse, c'est nos recettes d'exportation et budgétaires qui vont baisser. À partir de là, avec quoi le Gabon pourra financer ses programmes effectivement annoncés ça et là à tout va. Donc, la situation n'est pas encore dramatique,
mais on est en train d'y entrer. Et c'était prévisible, je l'avais dit il y a à peu près un an, que les hypothèses sur lesquelles le projet de loi des finances avait été fait étaient surréalistes. Avec un prix du pétrole, je crois, à 87 $. Aujourd'hui, on est rendu à peu près à 77, 78 $. Bien, on n'avait pas anticipé que l'inflation mondiale qu'on avait eue va aller amener une récession économique mondiale. Tous les modèles macroéconomiques le disent. Au bout d'1 an, 2 ans, lorsqu'il y a trop d'inflation, ben, à cause des effets de richesse ou d'encaisse réelle, encore appelés de pouvoir d'achat, à cause des effets de substitution entre les biens domestiques et les biens étrangers au travers du taux de change, il advient toujours une baisse de la consommation des ménages, une baisse des dépenses d'investissement, une baisse des dépenses publiques et une baisse des exportations nettes. Et donc, quand la demande globale baisse, ben, l'offre globale finit par baisser et la somme, le croisement des deux qui fait le PIB, fait que le PIB finit par baisser et c'est ça qu'on appelle réellement la récession économique dans laquelle on est en train d'entrer progressivement. Un risque de rentrer en récession, mais lorsqu'on écoute les discours du ministère de l'économie et même d'autres membres du gouvernement, le ton il est différent. On est plus dans une approche qui vise à dire écoutez, tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que vous pensez que les choix faits par le ministre de l'économie, à l'occurrence M. Maïs Mussi, étaient des bons choix, ou pas seulement le ministre de l'économie, parce qu'il y a aussi des choix qui ont été directement faits par Brice Oligui Nguema. On a parlé justement du choix de rachat d'Assala. L'objectif visé et brandi, c'était le retour de la souveraineté dans le secteur pétrole. Est-ce que vous pensez que du 30 août à maintenant, nous avons fait des bons choix? On n'a pas fait de bons choix. Je vous signale qu'Assala, c'est un investissement blanc. Je l'ai dit, je le redis, la preuve c'est qu'Assala a toujours caché ses états financiers. On ne peut pas investir dans l'acquisition d'actifs qui n'ont aucune rentabilité. Si Assala était aussi rentable que ça, vivement que le programme métier va obliger le gouvernement à effectivement publier au fond les contrats publics et autres dépenses faites ça et là. Assala, pour moi, n'a pas de rentabilité parce que cacher les états financiers au peuple ou aux experts financiers comme nous qui voulons voir si l'actif est rentable ou pas, c'est déjà fait preuve effectivement de malhonnêteté à quelque part, pour parler comme au Québec. Bien, l'autre aspect, c'est que pendant que dans le projet national, le projet du CTRI de développer le pays, le PNDT, pendant qu'on parle de développer le hors pétrole, ben ils font plutôt le contraire. En fait, ils font le contraire de tout ce qu'ils disent. Et c'est pour cela qu'il y a une crise de confiance. Le peuple ne peut plus leur faire confiance. Heureusement que l'autre et l'autre, au nom de Dieu, on a fini par découvrir, au fond, leur réalité, leur nature profonde. Ils sont plus dans le populisme pour plaire, pour aller effectivement se chercher de la sympathie. Mais aujourd'hui, on voit bien que les choix faits sont pas des choix pour sortir du pétrole. Mais regardez, moi j'ai les statistiques ici. C'est-à-dire en termes de valeur ajoutée réelle. Le produit pétrole, ben, le taux de croissance est baissier. Il était de 2,7% en 2023, il sera de 1,7%. Nous avons une baisse de la production pétrolière à moins de découvrir de gisements majeurs nouveaux. Pourquoi aller investir dans de vieux puits lorsqu'on peut financer l'agriculture, l'élevage, l'écotourisme, ou lorsqu'on peut transformer structurellement l'économie gabonaise en finançant l'industrialisation? Je l'ai toujours dit, il faut que nous soyons maîtres de nos matières premières et que nous les transformions localement. Il n'est plus question que des multinationales étrangères viennent les puiser pour aller les transformer et nous revendre à l'état des produits finaux, mais à des coûts prohibitifs. Ça n'a pas de bon sens. Nous pouvons effectivement diversifier notre économie par l'industrialisation, par la transformation locale de nos matières premières. Monsieur Youssouf, imaginez-vous les énormes externalités positives, imaginez-vous le taux de croissance minimal qu'on peut aller se chercher à 10%. Vous avez un ministre qui s'acharne sur les ménages et sur les entreprises par une pression fiscale énorme, prohibitive. Donc, pour eux autres, pour se faire des recettes fiscales,
il faut augmenter le taux de TVA, il faut augmenter les droits de douane. Et c'est comme ça qu'ils pensent qu'ils vont dynamiser et diversifier l'économie. C'est de l'incompétence, c'est de l'amateurisme. Je l'ai toujours dit, ils n'ont pas de compétences à gérer effectivement l'économie, comme à gérer d'ailleurs le pays. On le voit au niveau institutionnel. Là, c'est un autre point, on pourra effectivement l'aborder tantôt. Très bien, docteur Okwe. Pasteur Obiang, docteur Okwe a fait état d'une certaine situation de notre économie actuelle, mais il parle aussi de cacher, de ne pas être suffisamment transparent sur certains dossiers. C'est le cas par exemple du dossier Assala, l'absence de transparence en rapport par exemple à la publication de l'état financier d'Assala, pour savoir exactement est-ce que ça se porte bien ou pas. Est-ce qu'on a un peu ce sentiment qu'au-delà de la volonté exprimée, il y a quand même qu'en chemin, on ne permet pas à l'opinion de comprendre exactement ce que veut proposer concrètement le CTRI pour dynamiser notre économie. Est-ce que c'était une faute? Je pense que le spécialiste a eu à entendre soit peu entre le décor et bien expliqué, et d'où notre thématique de cet après-midi, colosse au pédagogie. L'économie gabonaise est fortement dépendante du marché international ou encore extérieur. C'est normal. S'il y a aujourd'hui un manque de communication ou encore de transparence, c'est parce qu'il faut le dire, le Gabon a une économie, on parle de diversification des richesses, mais c'est en dents de scie. Le spécialiste a eu à le dire. Et il y a en fait... c'est qu'on on a assisté en tant soit peu à des effets d'annonce. Il a parlé des populistes. Effectivement, on tenterait à croire qu'il y a eu plus de populistes. Et on l'a vu lors de ce dernier conseil de ministres. Si il n'y a pas de communication officielle de ce mouvement, mais on peut quand même lire entre les lignes la problématique de l'économie, la problématique même de la gestion de l'homme, parce qu'on a présenté un ministre qui était devenu star des télés sur les plateaux télé internationaux, et aujourd'hui on a un déficit entre les déclarations, entre la théorie et la pratique. Le dernier conseil des ministres a eu à mettre en place un commissariat général au plan, un commissariat général au plan qui n'est plus rattaché, qui n'est pas rattaché au ministère de l'économie, qui est désormais rattaché au ministère des planifications. On a un temps soit peu, on va le dire, une forme de désaveu d'un ministère de l'économie qui semble aujourd'hui avoir vendu juste du rêve au Gabonais, et à la pratique, on le remarque, dès l'arrivée du comité pour la transition et la restauration des institutions, plusieurs chantiers avaient été lancés de manière tout azimut. Il suffit simplement de parcourir un temps soit peu la capitale gabonaise ou encore les rues. Mais plusieurs sont quasiment à l'arrêt. Justement, on remarque qu'il y a un ralentissement véritable. On a présenté, par exemple, le développement de l'agriculture. On assiste plus à des sorties en grande pompe médiatique, mais la pratique est une autre chose. Et lorsqu'on parle de la pratique, pour développer ce secteur-là, il va falloir que les routes au Gabon soient praticables. Mais il est difficile. Là aussi, il y a un ralentissement aussi de la il est difficile au Gabon de se déplacer du sud pour aller au nord, quand on sait que pour avoir une économie forte, c'est avoir une économie diversifiée. Exactement. Alors, docteur Jack Okwe, le ministre de l'économie lundi a réussi, donc Maïs Mussi a réussi l'ambassadeur du Gabon, aux États-Unis, son Excellence Noël Nelson Mason. Cette rencontre marquait un coup d'envoi pour des discussions stratégiques en prélude de l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire international. Il a été justement accompagné du ministre des comptes publics, Charles Mba. Est-ce que vous pensez qu'on cherche à rectifier le tir du côté du gouvernement gabonais, se réajuster peut-être? On a parlé de ces chantiers en arrêt, toute cette dynamique globale en montrant que voilà, maintenant nous sommes en train de redynamiser l'économie, mais la réalité a peut-être rattrapé cette volonté au départ. Est-ce que vous pensez que là on est en train de corriger le tir maintenant? Mon hypothèse, c'est que l'arrêt des chantiers est certainement dû à l'arrêt du financement du Gabon au niveau multilatéral, notamment du FMI et d'autres, évidemment, bailleurs multilatéraux, la Banque mondiale. Parce que si le Gabon n'honore pas, ne respecte pas les engagements pris en termes de délai de paiement, c'est clair que le FMI, dans le cas du MECD, du mécanisme du crédit, élargi du crédit, si vous ne payez pas à temps ou si vous ne payez pas tout court, c'est clair que le FMI va bloquer parce que le FMI finance par tranche de crédit en observant l'évolution économique du pays à l'aune du programme que vous lui avez présenté dans la lettre d'intention. Donc, si vous ne respectez pas
toutes les contraintes qui ont été effectivement imposées, la transparence, la bonne gouvernance, l'efficacité gouvernementale, la lutte contre la corruption, l'allocation optimale des ressources d'emprunt pour doper l'économie et générer des revenus à même de rembourser la dette contractée, il est clair que le FMI, qui est un représentant local, il observe et il fait des rapports à sa maison mère. Donc, si vous ne respectez pas cela pour pouvoir rembourser au FMI l'argent prêté, ben le FMI va bloquer le haut décaissement effectivement des tranches de crédit. Je pense, c'est une hypothèse, je pense que c'est dans cette optique que le ministre de l'économie a certainement rencontré évidemment l'ambassadeur afin qu'au niveau du FMI, si on peut décanter la situation, débloquer les choses afin que les financements puissent rentrer à nouveau au Gabon, si cela peut être fait, que le Gabon puisse à nouveau effectivement redémarrer ses chantiers à l'arrêt. Mais ça va être difficile parce que les indicateurs financiers du Gabon sont au rouge. On en a parlé la dernière fois. Nous avons explosé le plafond, au fond, le critère de convergence au niveau de la CEMAC, le plafond en termes de ratio dette sur PIB qui doit pas être plus de 70%. Nous sommes au-delà et les projections sont pires parce qu'on va aller jusqu'à 100% avec cette gouvernance si elle est maintenue constante. Donc, lorsque vous faites comme ça, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se trouve que ben, votre cote de crédit, elle est abaissée, elle se détériore. Et donc, pour emprunter, il faut aller donner des taux d'intérêt très élevés et même donner une prime de risque en supplément. Mais qu'est-ce que ça entraîne dans l'économie du pays? Ben, cette hausse du taux d'intérêt va créer ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Et je suis allé regarder les comptes nationaux. J'ai constaté que pendant que l'investissement public, oui, on l'a vu avec les routes bétonnées un peu partout, d'ailleurs qui commencent à se casser, mais on a vu que la hausse de ces dépenses publiques engendrait une baisse des dépenses privées, donc des dépenses des entreprises, des dépenses des ménages, parce que le taux d'intérêt trop élevé vient jouer contre, effectivement, l'emprunt de la part des agents non bancaires pour financer la consommation et l'investissement. Et c'est aussi ça qui va au fond tuer la croissance économique. Pourquoi on va entrer en récession? Mais parce que l'effet d'encaisse réelle de pouvoir d'achat va faire que si malheureusement vous avez non seulement d'un côté les taux d'intérêt qui montent, vous savez que la Banque centrale a augmenté le taux d'intérêt des appels d'offres qui est un peu comme l'équivalent du taux directeur à 4,5%. Mais quand le taux d'intérêt monte, ben, le taux d'intérêt, c'est le coût du crédit. Ça envoie un signal fort aux ANB en leur disant de ne plus aller emprunter. Mais s'ils n'empruntent plus, ils ne consomment plus, ils n'investissent plus. Donc il n'y a plus de crédit à l'économie et l'économie se meurt. À cause de quoi? À cause de la conjoncture internationale mondiale, là, c'est-à-dire l'inflation qu'on a eue, les taux d'intérêt ont augmenté partout, la BAC a dû augmenter son taux d'intérêt également, mais ça tue les dépenses privées alimentées par la hausse du taux d'intérêt due à l'endettement. Le tableau que vous présentez, docteur Okwe, semble être sombre. Semble être quand même assez sombre pour notre économie si on ne fait pas attention. Si tu me permets, j'aimerais quand même rebondir là-dessus et peut-être poser cette question au docteur, au spécialiste. On a annoncé, le gouvernement, le Gabon a annoncé le 21 octobre le lancement d'une offre publique de rachat de 50% de son eurobond. Le rebond, certainement, il va mieux expliquer. Mais le rebond, on parle d'une obligation mise par un pays sur les marchés internationaux en devises étrangères pour lever à ces fonds. Donc, par cette mesure-là, le gouvernement entend proposer aux détenteurs de ces obligations de les revendre avant leur échéance. On parle quand même de plus de 192 milliards de francs CFA. Il faut dire qu'il faut mettre cela à l'actif de l'ancien pouvoir. On parle de 2015 à 2025. Donc, avant cette date, le gouvernement se lance désormais à, en tant soit peu, essayer de régler ce rebond. Il faut le dire, qui, selon la communication officielle, ne va pas se faire avec un nouveau endettement, on va le dire ainsi, et cela a été simplement aussi favorisé par le rachat d'Assala, et bien sûr, cela permettra aussi, parce qu'il faut le dire, le gouvernement a besoin, les nouvelles autorités ont besoin aujourd'hui de réinstaurer le climat de confiance avec bien sûr les organismes financiers extérieurs, et surtout
permettre à ce qu'on puisse, pourquoi pas, lancer de nouveaux chantiers, parce qu'il faut le dire, le Gabon peine aussi en tant soit peu du fait de sa situation sociopolitique. Très bien, Pasteur Obiang. Alors, docteur, une réaction sur cette mesure? Est-ce que là, on est en train de, voilà, comme on disait déjà, chercher à rectifier le tir le plus rapidement possible? Ça va être votre mot de fin sur ce sujet, parce qu'on aimerait bien vous avoir juste après sur un autre sujet. Je sais que vous avez plusieurs cordes à votre arc et nous espérons vous avoir là-dessus. Donc, déjà, votre réaction sur cette mesure prise, et vous allez pouvoir conclure avec des pistes de solutions. Est-ce que des têtes doivent tomber pour en finir une bonne fois avec cet état de l'économie de notre pays? Est-ce qu'il faut changer certaines personnes, ou on peut garder le cap, on garde la même équipe et on change juste des stratégies? Déjà, donc, sur ces deux réactions par rapport aux propos tenus tout de suite par Pasteur Obiang et les solutions. Écoutez, le gouvernement gabonais n'a pas le choix que de racheter effectivement les eurobonds émis il y a quelques années, parce qu'il en va justement du rétablissement de la relation de confiance avec les bailleurs. Si vous voulez qu'on vous prête à nouveau, il faut d'abord être capable de rembourser les anciennes dettes. Mais là où le bas blesse, c'est que ce gouvernement ne cesse pas d'emprunter. Il paye, il rembourse quelques montants de dettes, mais il emprunte plus. C'est ça, depuis des années, c'est le jeu auquel il joue. Donc, au fond, il rembourse les anciennes dettes par de nouvelles dettes. Et le plus grave, c'est qu'il offre des taux d'intérêt beaucoup plus élevés pour les nouvelles dettes que pour rembourser les anciennes. Et là, c'est très grave, parce qu'ils vont justement, au fond, finir par créer la non-viabilité de la dette, parce qu'elle va évoluer dans des proportions tellement élevées par rapport au PIB que le pays sera en faillite. Bien, alors que la solution est simple. J'avais cru entendre que on avait bloqué, trouvé des milliers de milliards de francs CFA dans les maisons des anciens tenants du pouvoir. Où est la logique d'aller emprunter à nouveau? C'était rendu public, hein? C'était des vidéos, on pouvait tous voir ces sacs remplis d'argent. Exactement. Où est la logique d'aller emprunter à des taux d'intérêt élevés, d'endetter le pays, alors qu'il y a de l'argent qui a été saisi, des milliers de milliards? Pourquoi on n'utilise pas cet argent? Pourquoi il n'y a pas de transparence dessus? Cet argent, d'ailleurs, l'une des solutions que je préconise, c'est de respecter le principe de l'unicité de caisse. Il faut que toutes les recettes de l'État tombent dans une seule et même caisse. C'est un principe budgétaire ou fiscalo-budgétaire. Mais où est rendu cet argent? Vous voyez, il y a une corruption massive, endémique au Gabon. Voilà des solutions. Commençons par alpaguer les gros poissons qui détournent les fonds de l'État, côté recettes comme côté dépenses. Parce que ça aussi, il faut reconnecter le peuple des gouvernants. Il y a une crise de confiance énorme. Le peuple ne peut pas embarquer dans le projet ou dans la vision du CTRI. Déjà qu'il souffre d'un déficit de légitimité, mais si en plus au niveau de la gouvernance, le peuple ne perçoit pas en termes de bonification du développement humain, il ne le perçoit pas au quotidien, ben la rupture, malheureusement, sera effectivement totale. Donc, moi, je ne fais plus confiance à ce gouvernement. Il faut que les gens changent, qu'on change les gens, évidemment, aux différents postes qu'ils sont, parce qu'ils sont inefficaces. La preuve, c'est que l'économie a empathie, le social a empathie, et le peuple ne peut pas supporter de souffrir pendant plus longtemps que ça. Il faut donc des solutions à ce niveau. Très bien. Merci vraiment pour toutes ces précisions, docteur Okwe. Universitaire, hein, vous donnez des cours à l'Université du Québec, c'est bien cela. Voilà, donc, très bien, et vous êtes aussi un acteur politique et pas des moindres gabonais. Donc nous aurons l'occasion, pourquoi pas, d'échanger avec vous dans quelques instants sur un sujet de décryptage, celui en rapport avec l'avenir des anciens présidents au Gabon. L'article 123 en parle. Nous espérons vous maintenir, si ça ne vous dérange pas, docteur. Je suis là, non, je suis à votre disposition, monsieur Youssouf. Très bien, merci encore, docteur Okwe. Donc nous parlons justement de l'état de l'économie gabonaise, un géant au pied d'argile. On a parlé de cette pression fiscale sur les ménages, hein. C'est énorme quand même, et sur les opérateurs économiques également. Vivement que des réponses soient trouvées, des solutions surtout soient trouvées pour permettre à notre économie de se porter le mieux possible. On se retrouve derrière ce spot publicitaire pour la suite de votre édition. Dans la phase décryptage de votre édition d'information, et nous parlons du statut des anciens présidents au Gabon. Eh bien, un seul est actuellement vivant et bien vivant, c'est Ali Bongo Ondimba. Donc, c'est
c'est un sujet qui a tout son sens, bien sûr, mais surtout on s'appuie sur l'article 123 du projet de constitution qui stipule ceci dans un de ces points, que les anciens présidents de la République sont membres de droit de la Cour constitutionnelle, sauf renonciation explicite ou condamnation définitive à la perte des droits civiques et politiques. Eh bien, c'est un article qui a été légèrement modifié par rapport au précédent document rendu public, peut-être pas rendu public, mais disponible, hein, que vous avez tous certainement pu suivre. La question autour de leur statut, mais aussi de leur passif, comment nous allons gérer nos anciens présidents, eh bien, c'est l'objet de ce décryptage. Pasteur Obiang, tu es resté avec nous. Et le docteur Jack Okwe également est resté avec nous. Si la régie est fin prête, hein, nous allons pouvoir engager ce sujet. Alors, Pasteur Obiang, le temps que le docteur Okwe et que la régie mettent tout en œuvre pour que nous puissions avoir également son avis très rapidement sur ce sujet. Pasteur Obiang, c'est une question qui défraie un peu la chronique, qui commence de plus en plus à défrayer la chronique. D'abord, il faut préciser à quel niveau cela défraie la chronique, Youssou N'Doumba. Ouais, mais c'est l'interrogation surtout. Comment allons-nous gérer nos anciens présidents? Est-ce qu'on va juste se contenter de leur titre honorifique ou on tiendra également compte de leur... Mais c'est clair, je pense que l'article est très clair. Les anciens présidents de la République sont membres ou encore seront membres de droit de la Cour constitutionnelle, sauf renonciation explicite ou condamnation définitive à la perte de droits civiques et politiques. Donc Ali Bongo Ondimba, puisque c'est le seul président vivant, ancien président vivant au Gabon, et je vais encore paraphraser ceci, c'est un chef d'État gabonais, il est mis à la retraite, il jouit de ses droits, c'est un Gabonais normal comme tout le monde. Ces mots, cette déclaration n'est pas la mienne, elle est simplement de Brice Clotaire Oligui Nguema dans un entretien accordé à nos confrères Le Monde. Partir de cette comparaison, tout semble clair. Ali Bongo Ondimba, sauf renonciation, au sortir de l'adoption de cette constitution, déjà sera simplement président de droit à la Cour constitutionnelle. C'est clair. Très bien, donc l'article il est très clair, hein, sauf renonciation comme tu viens de le dire, ou encore condamnation définitive à la perte des droits civils et politiques. Or, l'autre point, c'est la question, parce qu'on le sait, par exemple, je prends le cas de, voilà, le docteur Okwe nous a rejoint, justement. Je prends le cas de la France, où Nicolas Sarkozy, bien qu'ayant justement tous ses titres honorifiques d'ancien président, a été quand même poursuivi. On s'interroge quand même autour du traitement qui sera fait. Est-ce qu'on va fermer les yeux sur le passif et se concentrer simplement sur ces titres honorifiques, ou il sera intéressant aussi de commencer, Ali Bongo, c'est comme on l'a dit, c'est le seul vivant actuellement. Très rapidement, Pasteur, oui. C'est clair, Youssou N'Doumba, pour le moment je suis journaliste, certainement dans un futur proche je serai un ministre ou autre chose, et en journalisme ce sont les faits. Voilà. Et en journalisme ce sont les faits. Au regard des faits, Ali Bongo Ondimba ne subit aucune poursuite, puisqu'il est... Son nom a quand même été cité dans l'affaire Bla. Ali Bongo. Non, j'ai dit au regard des faits. Son nom a été cité, il a été appelé à comparaître comme témoin, cela a été refusé. Je reste sur les faits, voilà. Cela a été refusé. C'est un fait aussi. C'est un fait. Ali Bongo Ondimba a été envoyé à la retraite par les autorités de transition. C'est un fait. Ali Bongo Ondimba a été libre de ses mouvements, quitte à aller à l'étranger pour des raisons de santé. C'est un fait. Ali Bongo Ondimba est du côté de sa résidence privée, d'où il s'adonne à des caprices, de grève de la faim, et j'en passe. C'est un fait. Ali Bongo Ondimba reconnaît avoir géré le pays. Pourtant, on a arrêté des compatriotes pour bien sûr, détournement de des fonds, transfert des capitaux, falsification de la signature de pas n'importe quel compatriote, falsification de la signature du président de la République. On parle de son épouse et de son enfant. Ali Bongo Ondimba dit, non, c'est moi, je encaisse tout ceci. Ali Bongo Ondimba est en liberté. Il reste libre. Il reste libre. Donc, très bien. Alors, docteur Okwe, est-ce que vous pensez, comme Pasteur Obiang,
que, eh bien, voilà, je ne sais pas si Dr Okwe est toujours avec nous. Ouais, très bien, Dr Okwe est toujours avec nous. Ça me rassure de voir Dr Okwe. Alors, donc, Dr Okwe, voilà, il y a plusieurs interrogations. L'article, il est là, il est clair. On sait, il y a des droits, hein, il y a pas mal de titres honorifiques qu'ont ces anciens présidents. Mais est-ce que cela doit occulter la possibilité de poursuite? Et est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans cette situation-là où on se concentre sur ces titres honorifiques, mais il y a très peu de signaux allant dans le sens de dire que l'ancien chef d'État ne va pas être voilà, libre de tout ce qu'il veut tant qu'il y a des dossiers assez douteux sur ce dernier. J'ai pris le cas de Nicolas Sarkozy qui est quand même pas mal embêté par la justice en France. Jacques Chirac, ce fut le cas. Au Pérou, récemment, un ancien chef d'État est très très en difficulté. Le chef d'État même actuel du Brésil a été condamné. On parle de cas de pots de vin et autres. De corruption. On le sait, l'ancien régime était coutumier du fait, tout le monde le dit, hein, et c'est un fait, des corruptions, mais pas seulement à la petite échelle, au sommet même de l'État. Et si aujourd'hui on parle de l'arrestation, de la mise en détention de l'ancienne première dame et même de son fils, on s'interroge quand même sur la gestion des anciens chefs d'État. Est-ce que vous avez cette même inquiétude? Ben oui. Et j'ose croire que cette disposition constitutionnelle, l'article 123 en question, j'ose croire que elle n'est pas rétroactive, parce que si elle était rétroactive, ça veut donc dire que Ali Bongo, qui est en fait passible de poursuites judiciaires pour les faits que tout le monde connaît, coups d'État électoraux, assassinat de Gabonais, de civils aux mains nues, ça veut dire qu'Ali Bongo, tout en ayant commis ces crimes, va jouir des droits de membres, effectivement, du Conseil constitutionnel. Ça n'a pas de bon sens. Et donc, c'est pour cela que je rebondis en disant que ce projet de loi constitutionnelle est unique et que les Gabonais doivent massivement voter non à ce au référendum qui aura lieu le 16 novembre. Pourquoi? Regardez un peu l'injustice qui se crée sous nos yeux. Et nous allons permettre cela en allant voter oui? Non. Il faut dire aux Gabonais d'aller massivement voter non. Donc, ça c'est un cas patent du caractère unique de ce projet de loi constitutionnelle. L'autre cas patent, c'est évidemment la disposition qui consacre l'amnistie pour évidemment les membres du CTRI. Mais là par contre, il y a rétroactivité quasiment. C'est-à-dire, là par contre, la Constitution va traiter une situation passée. Est-ce qu'il y a une sorte de sélection des sujets qui sont rétroactifs, qui pourront être pris en compte par la future Constitution, et des sujets qu'on va estimer, non, ça, on ne traite pas ça parce que c'est du passé et on va se concentrer sur le futur. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu quand même cette... Dans les principes, cette loi ne doit pas être rétroactive. Donc, Ali Bongo ne peut pas jouir des droits en tant qu'ancien président de membre du Conseil constitutionnel. Il ne peut pas. OK? Bien, maintenant, par contre, comme on est habitué à de l'entourloupe de la part du CTRI, certainement, dans leur, évidemment, machination, ils ont pensé pour faire d'Ali Bongo, pour lui donner des droits. Ce qui serait insultant pour le peuple gabonais qui a été meurtri pendant la gouvernance de ce monsieur. Donc, c'est clair qu'il y aura des levées de boucliers dans le futur. Mais pour ne pas arriver à ça, la seule solution, c'est de voter massivement non au référendum quant à ce projet de loi constitutionnelle. Très bien, vous allez, parce que malheureusement le temps ne nous a pas permis d'aller plus en profondeur, mais nous reviendrons avec vous sur la question en rapport avec la future constitution et surtout le référendum à venir. Eh bien, Ali Bongo Ondimba, on l'a dit, son épouse et son fils sont actuellement en prison. Son nom a été cité sur certaines affaires, particulièrement l'affaire Brice Lacruche Alianga, effectivement, et même dans l'affaire de son épouse et de son fils, hein, parce qu'on a estimé qu'il y avait quand même un jeu au niveau de sa signature, la gestion du pays et les déclarations du Français qui a sorti son ouvrage Bourget, également son nom a également été cité. Est-ce que vous pensez réellement que nous devons aller dans une sorte d'impunité des anciens chefs d'État ou qu'au contraire, la justice doit s'appliquer sur tout le monde, peu importe leur statut?
Ben, écoutez, vous avez la réponse dans la question. La justice doit s'appliquer. Il en va d'ailleurs du climat de confiance à instaurer parce que si au niveau institutionnel, on ne fait pas les vraies réformes, or le pilier des institutions, c'est la justice. S'il n'y a pas de justice dans un pays, il y aura du désordre. Mais s'il y a du désordre, où tout le monde fait comme il veut, ben, ça ne va pas effectivement rassurer Docteur Jack Okoye, excusez-moi de vous interrompre, mais on entend de plus en plus parler depuis le 30 août d'éviter la chasse aux sorcières, d'être en train de toujours chercher la petite bête chez tout le monde, ceux qui ont fait du mal. Et ça s'est illustré, cette volonté de ne pas faire de chasse aux sorcières, c'est concrétisé par la nomination de plusieurs anciens hauts cadres du Parti démocratique gabonais, donc l'ancien parti au pouvoir, mais pas seulement, hein, mais aussi les anciens membres de l'opposition. Il y a une volonté comme d'unifier le pays en évitant justement cette chasse aux sorcières. Non, ce n'est pas la même chose. On ne parle pas de justice populaire là. On parle effectivement des décisions de justice qui seront dûment données par des institutions de la République, en autant qu'on les fortifie. Regardez le coach qu'on a raté avec le dialogue copain-coquin, un dialogue qui a été exclusif. On aurait dû mettre en place une commission vérité, réconciliation, réparation. Mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, on ne l'a pas mise en place. Pourquoi? Bien, parce qu'évidemment, il y a des intérêts certainement cachés que l'on protège. Mais quand on fait de la fuite en avant de la sorte, qu'est-ce qu'on attise? On attise plus de problèmes, plus de chasse aux sorcières, alors que la justice aurait pu, dans un cadre réglementaire, dans un cadre approprié, aurait pu s'occuper de tous ces problèmes sans qu'il y ait de justice populaire. Je ne suis pas dans la justice populaire. Je crois que sur, tu vas justement je crois que sur ce sujet, de peur de me faire l'avocat des nouvelles autorités, on s'est déjà prononcé. Il a été clairement informé au Gabonais sur la mise en place de la commission justice et vérité réconciliation. Cela appartiendrait désormais aux prochaines autorités, hein, ceux-là qui seront à la tête de l'État, de mettre en place cette commission-là, du fait bien sûr de la lourdeur des dossiers, du fait bien sûr du timing. Et donc je pense que c'est aussi un objectif. Mais les dispositions dans la Constitution devraient peut-être nous préparer à cette phase-là. Mais je crois que dans son préambule, et en début, bien sûr, de ce projet de constitution, il est clair, il y a des dispositions qui précisent que nul ne doit être victime de torture. Et à la base de cette disposition-là, les futurs dirigeants pourront se baser là-dessus pour, pourquoi pas, ouvrir ces enquêtes-là et relancer, bien sûr, ces dossiers. Très bien. Merci encore, Pasteur Obiang, hein, pour ta contribution sur ce sujet. Merci à vous, hein, Docteur Okoye. Comme je l'ai dit, nous reviendrons avec vous sur pas mal de sujets en rapport avec la future constitution. Nous l'avons constaté, vous n'êtes pas trop pour le oui, et c'est le moins ce qu'on puisse dire. Eh bien, c'est votre droit, hein, et bien évidemment. Donc, nous aurons l'occasion de revenir auprès de vous. Alors, nous allons continuer cette édition d'information. Derrière ce spot publicitaire, nous allons faire notre dernier sujet de décryptage.